Quand on pose la question de la technologie, ça interroge beaucoup, ça fascine et ça évoque quelques craintes. Donc je vais essayer de vous présenter ce domaine qui est encore une fois assez vaste, plutôt compliqué, et je ferai de mon mieux et j'espère pouvoir vous éclairer. Alors, qu'est-ce qu'on entend d'abord par technologie dans le cadre de la maladie d'Alzheimer et d'une manière très générale dans le cadre du maintien à domicile, de l'aide à la vie, de l'amélioration de la qualité de vie des personnes en perte d'autonomie, qu'elles soient physiques ou intellectuelles, et d'aide aux aidants, d'allègement du fardeau et d'amélioration également des conditions professionnelles de tous les professionnels impliqués dans les soins, dans le diagnostic et dans les services à la personne d'une manière très générale. Alors, la technologie, elle est multiple. On peut la concevoir comme une technologie d'aide à la sécurité. Donc il y a beaucoup d'éléments qui existent. On peut tout capter pratiquement. On capte des paramètres biologiques, on capte la tension artérielle, le poids, le rythme cardiaque, etc. Et donc tout ça modifie en quelque sorte les possibilités de suivi médical, puisqu'on peut au domicile très bien, ou de mieux en mieux en tout cas, être suivi en partie médicalement à travers des paramètres biologiques, mais également des paramètres comportementaux. On peut très très bien, ou de mieux en mieux en tout cas, déceler des troubles à partir des déplacements dans un logement. Alors on peut détecter de l'anxiété, on peut détecter une polachyurie, le fait d'aller plusieurs fois aux toilettes par nuit. Et donc beaucoup de possibles sont ouverts par la technologie du point de vue pratiquement le diagnostic à la fois à partir du comportement et des paramètres biologiques. Il y a également la surveillance simplement des paramètres environnementaux. Est-ce que le logement est trop froid, est-ce qu'il est trop sombre, etc., bruyant. Donc on peut également se rendre compte de beaucoup de choses. Il y a également des technologies qui peuvent très facilement améliorer ce qu'on appelle le lien social, c'est-à-dire le fait d'être en relation, le fait d'avoir des facilités techniques, des fenêtres ouvertes à travers les murs du logement, des fenêtres ouvertes grâce à la visioconférence. On pense surtout à ça, mais il y a beaucoup de possibilités. Les téléphones portables, les téléphones à grosses touches avec l'image du correspondant plus que de simples numéros. Donc voilà, on améliore, on peut en tout cas ouvrir des voies, faciliter les liens familiaux, amicaux, et également les liens avec des professionnels de santé. Et il y a également beaucoup de possibles du côté de ce qu'on appelle la stimulation cognitive, le fait d'essayer de maintenir une activité de type intellectuel, cérébral, et ceci de manière assez ludique, même souvent très ludique. Ça doit être bien sûr fait avec une bonne connaissance du malade, parce que si c'est un jeu qui risque de le mettre en échec ou d'éveiller son angoisse, bien sûr il faut manipuler ça avec précaution, mais il y a d'importantes possibilités. Et puis on parle beaucoup de plus en plus en tout cas de technologies dans les EHPAD, dans les d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, et on a vu entrer comme ça dans certains EHPAD des jeux comme la Wii et toutes sortes de choses. Alors ça met de l'animation, ça éveille beaucoup de curiosité, ça permet des rencontres à travers ces technologies qui intéressent beaucoup les jeunes et qui interrogent les plus âgés. Eh bien, on assiste
à de l'intergénération, si on peut dire, des jeunes qui ont plaisir à expliquer comment faire fonctionner ces jeux, etc. Je crois qu'il faut beaucoup parler de ces technologies, parce que d'abord, elles nous entourent. On est géolocalisé du matin au soir maintenant. Il suffit d'utiliser sa carte bancaire pour que certaines personnes sachent où on est, ou simplement se connecter en Wi-Fi quelque part, utiliser son téléphone portable, on sait, les services qui sont compétents savent où l'on est. Donc d'une manière générale, le fait d'être localisé est, je dirais, désormais notre lot quotidien. Qu'en est-il lorsque on équipe des malades qui n'ont pas toute leur conscience, qui ont des pertes cognitives très sévères et durables, et pour les protéger contre le fait de se perdre, de disparaître et qu'ils se retrouvent en danger? Eh bien, ils ne vont pas forcément donner leur consentement, ils ne vont pas souhaiter par eux-mêmes cette technologie, on ne va pas toujours chercher à leur demander leur avis, d'abord parce que c'est peut-être peine perdue, et alors il se pose la question de savoir si on est en droit humainement de les équiper d'une technologie de localisation qui va permettre de savoir où est-ce qu'ils vont, ce qu'ils font éventuellement, etc. Alors c'est un problème qui a été évoqué, qui est clairement indiqué dans les mesures d'éthique du plan Alzheimer, qui a été évoqué par la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Et nous devons d'étudier de très près les conditions éthiques, déontologiques et juridiques d'usage d'un certain nombre de technologies telles que la géolocalisation. Il faut savoir, si je continue sur ce thème-là, qui est très actuel, que la géolocalisation est attendue. Depuis le premier article dont je me souvienne, et date de 1993, si mes souvenirs sont bons, il est paru dans une grande revue internationale qui s'appelle Nature, et cet article, qui est un éditorial, ou qui est un article d'opinion, qui n'est pas un article d'essai clinique, c'est simplement l'opinion d'une personne, eh bien, exprimait déjà en 1993 le fait que les familles de malades se précipitaient sur ce type de technologie, pensant qu'elle allait être disponible. À l'époque, elle n'était pas encore très loin de la disponible, mais l'idée avait été émise que cette technologie était peut-être disponible, et il y avait eu une avalanche de demandes. Et moi-même, dans les début des années 2000, lorsque j'ai commencé à parler de gérontechnologie et que je parlais de possible géolocalisation de malades, j'avais très souvent des familles de malades qui, souvent, n'osaient même pas vraiment poser la question en public, mais m'attendaient à la fin de mon exposé pour me dire quand est-ce que ça sera disponible et où est-ce qu'on pourra l'acheter. La perspective d'avoir un petit objet que l'on glisse au poignet du malade ou éventuellement à sa ceinture et qui permet tout de suite de savoir où est-ce qu'il est. Ça tient un petit peu du miracle, entre guillemets. En tout cas, c'est une aubaine qui est loin d'être négligée par les familles de malades. Et également les soignants dans les EHPAD. Tout simplement parce qu'il y a malheureusement des disparitions, souvent peu graves. On sait que le malade n'est pas très loin, il est allé jusqu'au café du coin, où on sait qu'il cherche à retrouver des lieux de son enfance, et on peut le retrouver. Mais il y a des cas très graves, dont on parle peut-être pas beaucoup, en tout cas pas souvent, et des cas qui traumatisent les équipes soignantes. Donc ce sont bien sûr les cas de décès. Le malade est retrouvé trop tard, après d'immenses moyens mobilisés. Et bien sûr, encore une fois, une angoisse terrible. Et lui, probablement, vous imaginez dans quelles conditions
il peut être psychiquement, tout en étant gravement malade, il connaît une souffrance souvent très très grande, de solitude et d'angoisse bien sûr d'être seul, surtout la nuit, etc. Voilà, donc ça pose question, c'est utile, c'est souhaité, et ça pose la question de l'acceptation, du consentement, de l'encadrement, de l'usage, parce que surveiller un malade, c'est bien, mais géolocaliser n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, c'est absolument intolérable. Ça ne doit pas être admis. Et donc là, comme il s'agit, on est un petit peu sur la corde raide, le malade peut être en début d'ailleurs de maladie, peut se rendre compte, peut être très, très conscient, et puis à certains moments ne plus être capable du tout de retrouver son chemin. Et donc là, on se trouve dans un domaine limite. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que lorsqu'on a un petit peu l'habitude, comme mon métier de praticien hospitalier m'y invite, lorsqu'on a un petit peu l'habitude, on sait qu'un malade qui ne veut pas porter ce type d'objet, de bracelet, entre en crise très très vite. Et on l'a observé, mais les travaux que j'ai conduits avec des gens extrêmement lucides et compétents dans ce domaine, je veux parler de Catherine Olivet, avec qui beaucoup de travaux ont été conduits, eh bien, la première évidence, c'est que le malade qui n'en veut pas fait une telle crise qu'il est impossible de lui fixer, entre guillemets, ce bracelet au poignet. Donc il y a plutôt du consentement par non-refus, et c'est plutôt ce cas qui est à considérer. Ces technologies s'accompagnent presque toujours d'interrogations qui vont très très au-delà de la simple question technologique. Quel monde a-t-on créé, façonne-t-on, par bien sûr la surabondance de technologies, la surconsommation, si on peut dire, de technologie, mais aussi un rythme de vie effréné, le fait d'avoir des familles qui risquent de se débarrasser des malades, le fait d'avoir des EHPAD qui sont peut-être pas suffisamment équipés, avec pas suffisamment de soignants, etc. Donc on a toutes ces questions qui s'enclenchent immédiatement. Très très vite, on ne parle plus de technologie uniquement ou simplement, mais on parle du contexte, on parle de notre société, de ses crises, de ses manques, de ses aberrations. Et c'est ça la question. Je pense que utiliser humainement la technologie, c'est à notre portée, ça n'est pas un gros problème. Il suffit de le vouloir. Par contre, la technologie ne peut pas faire de miracle, et elle pointe, ou elle est le catalyseur pour parler de problèmes qui ne sont encore une fois pas technologiques, mais des problèmes de choix de société, des problèmes de choix d'organisation, des problèmes de lutte contre des dérives qui ne sont pas techniques, pas simplement techniques, mais des dérives dans nos comportements, de gaspillage, de stress au travail, etc. Et donc ces questions-là, elles prennent le chemin, si on peut dire, l'angoisse qui les motive, ou l'agacement, ou l'agressivité qui les motive, prennent le chemin de la technologie, naturellement. Alors on commence par les techniques, et très vite on se retrouve dans un autre champ, qui est il faut repenser le rapport à la maladie. Vous savez vous avez entendu parler probablement qu'on est dans un changement de modèle de prise en charge des malades, dans lequel le domicile est extrêmement valorisé. Ce n'est pas une question de technologie, bien au-delà, mais la technologie peut tellement aider à faire cette transition qu'on en parle bien sûr beaucoup. C'est la télésanté, la télémédecine, et la
le télémonitorage, etc. Voilà. Mais je pense qu'il est intéressant d'accompagner cette réflexion sociétale à travers la technologie. En tout cas, c'est ce qui me passionne. Et étant donné que je rencontre beaucoup de gens qui répondent beaucoup à cette demande de réflexion au-delà de la technologie, mais dans un monde qui produit de la technologie et dans un monde qui, à travers la technologie, permet une utilisation par tout un chacun des avancées de la science. Parce que ce qui est derrière tout ça, c'est la science, bien sûr. Vous savez qu'on a un bel article dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est l'article 27, et qui dit toute personne a le droit de bénéficier des retombées de la science. Eh bien, ces retombées de la science, elles se font beaucoup à travers des moyens techniques, à travers des médicaments bien sûr, à travers toutes sortes de dispositifs, mais aujourd'hui la télémédecine concentre, la télésanté, les géants technologiques concentrent un grand nombre de ces avancées scientifiques. Et si on les regarde indépendamment de nos fonctionnements, de notre société, de nos problèmes sociétaux, elles apportent beaucoup et très peu de gens ont envie de leur tourner le dos. Ça c'est certain. Mais bien sûr, il faut concevoir une façon de les utiliser que l'on maîtrise, qu'ils ne soient pas entre les mains d'un marché fou qui les impose, qui fixe des prix, etc. Donc c'est tout ça qui est en jeu. Je voudrais dire immédiatement qu'il existe majoritairement des sociétés qui appliquent de manière extrêmement professionnelle et humaine ces usages de technologie. Je veux insister très fortement, tout simplement parce que je les connais, j'en rencontre très souvent, je sais qu'elles existent, et il ne faut pas populariser l'idée que les gens qui mettent en œuvre ces technologies, les téléassisteurs, des créateurs de technologies, ont des idées aberrantes ou mercantiles, etc. Uniquement, sont obsédés par ça. Ils doivent faire du revenu, créer des emplois, ça c'est absolument essentiel. Mais on voit de plus en plus de sociétés mues par, je dirais, un idéal de très bon usage de ces technologies, avec un accompagnement pour l'explication de la meilleure façon de les utiliser, avec un recours si on ne comprend pas bien, avec donc un encadrement de la personne très important. Et il y a beaucoup de créateurs, il y a de plus en plus de créateurs de technologies qui inventent des produits avec l'idée d'aider, l'idée de résoudre des problèmes d'isolement ou des problèmes de perte de capacité, qu'elles soient de mobilité, qu'elles soient motrices, etc. Et il y a de plus en plus, je dirais même, de créateurs de technologies. Et je crois que ça, c'est à encourager. Et ces gens-là souhaitent également qu'on leur parle d'éthique et qu'on leur dise ce que vous faites, c'est bien. Et voilà ce qu'on peut dire sur quelques risques qui sont majeurs, mais qui ne doivent pas nous obséder. Et l'éthique, elle est aussi de l'autre côté. C'est-à-dire dans le fait de faire plus, de mettre plus facilement à disposition des personnes qui en ont besoin, des technologies qui vont améliorer leur qualité de vie, leur restituer des fonctions, leur permettre plus d'autonomie, plus de liens. Et ça, c'est une question d'éthique, c'est une question d'éthique sociétale. Pourquoi est-on si fort on va bientôt aller sur Mars, et pourquoi des personnes n'auraient pas ce qui apparaît comme des gadgets très souvent quand
quand on n'a pas de perte d'autonomie, alors que pour elles, ça va être peut-être un moyen d'épanouissement, une restitution de sens à leur vie. Donc je voulais insister là-dessus parce que l'éthique, c'est pas seulement faire les gros yeux, c'est aussi demander plus à la science et à la technologie. Voilà. Alors les problèmes, bien sûr, sont les problèmes de confidentialité. Qu'advient-il du sermon d'Hippocrate si le médecin qui est normalement est le seul à percevoir et au domicile ou dans le colloque singulier l'expression des symptômes par le patient, s'il y a de la technologie qui les transmet dans des centres, à distance, etc. Vous imaginez que tout ça doit se faire avec une confidentialité, une protection des données parfaite, et qu'à l'autre bout du fil, il y ait les bonnes personnes. Je voudrais peut-être rajouter, dans ce qu'on peut attendre de la technologie, on peut attendre probablement bien plus que d'elle qu'elle n'est actuellement capable de faire dans tout ce qui est organisation, dans tout ce qui est service à la personne, dans tout ce qui est régulation, optimisation des services. Vous savez qu'une personne qui vit au domicile avec un certain nombre qui est à mobilité réduite et qui bénéficie d'un certain nombre de services, eh bien il faut réguler ces services. Il ne faut pas que tout le monde arrive là dans la même matinée. Un masseur, une coiffeuse, le portage des repas, etc. Ça peut énormément fatiguer la personne. Et également, on a de la régulation à faire, ou en tout cas de l'amélioration du côté de l'efficacité. S'il s'agit d'entrer chez quelqu'un et que très rapidement et qu'on n'a pas les clés, il faut trouver un moyen très simple plutôt que défoncer la porte. Et ça, la technique le permet. Voilà. Et ça, c'est sous-utilisé. C'est sous-utilisé. Il y a un très grand nombre d'acteurs, de services à la personne, beaucoup de structures différentes de type téléalarme, beaucoup de disparités, beaucoup de points de perte de temps et d'argent. Et je dirais les bons moyens se trouvent largement du côté du recours d'un usage rationnel, généralisé, mais contrôlé, bien sûr, de l'informatique, des smartphones, etc., des technologies de type Wi-Fi, RFID, enfin j'emploie des termes un petit peu de jargon, mais dont on parle de plus en plus. Et encore une fois, je crois que notre société est obligée de mieux s'organiser d'une manière très très générale, beaucoup mieux s'organiser, parce que la crise est là et peut-être que la crise est le moyen de nous stimuler pour avoir une autre approche des soins, des services.